Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux d'être avec vous. Bienvenue à notre émission hebdomadaire 100% marché. Aujourd'hui, comme d'habitude, dans le studio avec moi, à ma gauche, le rédacteur en chef d'Investir, Denis Lantoine. Bonjour Falco. Bonjour Denis. Bonjour à toutes et à tous. Et à ma droite, comme d'habitude aussi, le président de l'AFAT, Laurent Albi. Bonjour Falco, bonjour Denis, bonjour à tous. Bonjour Laurent. Donc les thèmes d'aujourd'hui, évidemment, on va regarder les CAC 40 et on va aussi regarder les PIB des États-Unis, la politique monétaire américaine, les tops et les flops avec des valeurs très très intéressantes, un focus sur les profits des entreprises et on va regarder les rendez-vous prochains de notre économie et de nos entreprises. Mais comme d'habitude, on commence avec la première rubrique, le bilan de la semaine. Alors Denis, qu'est-ce qui fait le CAC 40? Il est un peu autrichien cette semaine, ou non? Autrichien. En tout Autrichien. cas, il est assez orange. Voilà pourquoi Hein? j'ai mis en tout cas une petite puce orange, c'est assez rare. Souvent c'est du vert ou c'est du rouge, mais effectivement, bon, c'est pas l'Autriche qui a amené le orange, mais en tout cas, effectivement, c'était l'une des grandes informations de la semaine. Les investisseurs qui attendaient de pied ferme, en tout cas, ce rendez-vous donc des pays producteurs de pétrole à Vienne, comme vous le disiez, en Autriche. Mais bon, quand on regarde la variation en fait en elle-même, ça n'a pas amené grand-chose. Regardez, donc plus 0,23%, on reste en tout cas dans des variations une nouvelle fois hebdomadaires assez faibles à la hausse ou à la baisse. Mais effectivement, il y a eu beaucoup d'attentisme en tout cas par rapport à cette réunion de l'OPEP. C'était donc jeudi, il n'y a pas eu de surprise. C'est vrai que le terrain était quand même bien préparé de la part de l'Arabie Saoudite, de la part de l'Iran, mais aussi de la Russie, hors OPEP. On a donc une confirmation d'un accord de limitation de la production sur une période de 9 mois, donc reconduction de l'accord actuel jusqu'à mars 2018. Donc pas d'upside supplémentaire et vous le savez comment ça se passe en bourse quand il n'y a pas d'upside. On achète la rumeur, on vend la nouvelle. Voilà pourquoi en tout cas sur le pétrole, notamment c'est là où l'impact a certainement été le plus important. On a eu une poussée du Brent, en tout cas des Brent qui se maintenaient pas très loin des 55. On sait que c'est un seuil qu'on regarde d'assez près avec Laurent, les deux seuils de 50-55 sur le Brent. On a essayé de les titiller avec l'espoir qu'un upside supplémentaire sur l'accord permettrait de le franchir. Ça n'a pas été le cas. On est vite redescendu sur les 52. Voilà pourquoi ça a pesé en tout cas sur les secteurs pétroliers qui est assez lourd en bourse. Voilà pourquoi on termine à plus 0,23 alors qu'on avait fait une bonne première partie de semaine avec une séance notamment à plus 0,5% grâce à des bons chiffres de la zone euro. Mais bon, ça n'a pas suffi. Plus 0,23. Bon, merci beaucoup Denis pour cette analyse. Donc on va regarder le CAC 40 avec Laurent. Oui Falco, alors écoutez, le CAC 40 qui n'évolue pas beaucoup. On est de retour sur les niveaux qui ont suivi le premier tour de l'élection présidentielle le 24 avril dernier. Je vais zoomer un petit peu pour voir avec vous ces niveaux. Vous voyez à 5259. On est dessus et pour le moment, on a une réaction ce matin à l'achat qui est somme toute modeste. Alors, si on prend un petit peu de recul, on voit qu'on est depuis 9 mois dans un trend qui est ascendant. Sur du très court terme, on voit bien une petite phase corrective qui se met en place. Ceci dit, elle est encore très contenue, pas beaucoup de volatilité et puis un premier niveau de support que nous avions identifié depuis plusieurs semaines et qui continue de tenir. Donc, comme par ailleurs, nous avons aux États-Unis des marchés qui tiennent le coup, qui sont robustes, on va voir ça ensemble dans un instant, on reste positionné à l'achat, même si je ne suis pas extrêmement enthousiaste par le potentiel haussier du CAC à venir, mais enfin on est obligé de maintenir une discipline, une rigueur, et donc tant que le support n'est pas enfoncé, tant que ce gap haussier reste ouvert, eh bien, on reste positionné à l'achat. Alors avec une petite cible, je vais zoomer pour vous montrer que finalement, ce qu'on va viser sur le CAC 40, c'est le haut du range, parce qu'a priori, il y a beaucoup de chances pour qu'on reste à l'intérieur de cet intervalle de consolidation. Donc, dans ce contexte technique qui est finalement assez statique, on choisit une stratégie à l'achat, puisqu'on est près du support. J'ai donc choisi un turbo call de code TY78B. Falco. Merci beaucoup Laurent pour cette analyse et
le choix du Turbo Call sur le CAC 40 TY78B. Mais avant de vous présenter ce produit-là, je vous rappelle que tous ces produits présentent un risque de perte en capital pendant la vie et aussi à l'échéance. Donc formez-vous avec des brochures et des vidéos que vous trouvez évidemment sur notre site d'internet produits de bourse bnpparibas.fr. Et voilà, on va commencer avec le produit. Donc c'est un Turbo Call sur le CAC 40 TY78B qui a un prix d'exercice et aussi une variable désactivante de 5200, ça échéance de 15 septembre 2017. Son levier ce matin de 45,91 et son prix de vente ce matin de 96 centimes pour un prix du CAC 40 de 5299,61. On commence, ou on continue plutôt avec notre bilan de la semaine. Et Denis, est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles dans les États-Unis ou pas? Bah oui, en tout cas, c'était le deuxième gros élément qu'on attendait en tout cas durant la semaine, c'est cette révision de la croissance du PIB aux États-Unis pour le premier trimestre. Pourquoi? Parce qu'on l'avait trouvé tellement faible, plus 0,7% seulement en fait sur les 3 premiers mois aux États-Unis, qu'on se disait, alors, soit il y a un vrai problème, ce que personne ne pensait véritablement, parce qu'il y avait des éléments assez volatiles et conjoncturels qui viennent expliquer ça, mais on se disait en gros, allez, les États-Unis sont quand même capables de mieux. C'est ce qu'on avait en tout cas titré nous tout au long de la matinée sur le site. Je sais que vous y venez très régulièrement, Falco. On avait dit, il y a espoir sur le PIB, il y a peut-être une bonne nouvelle sur le PIB. On l'a eu parce qu'effectivement, le marché attendait plus 0,9%, donc un tout petit peu mieux que les 0,7%. C'était bien mieux que ça, plus 1,2%. Ça a permis de sauver une séance qui était encore une fois bien mal engagée à cause du pétrole, encore les répercussions du non-nouvel accord, on va dire, de l'OPEP. En tout cas, c'était un petit soulagement sur le CAC 40, sur les marchés européens. Et puis aussi sur New York où effectivement le S&P, alors pour 0,03% près, ça se compte en quelques points on va dire, mais en tout cas c'est un nouveau record de clôture pour le S&P 500 vendredi. Ils sont quand même forts ces Américains. Ah bah oui, bien sûr. Bon, merci beaucoup pour le pétrole et aussi le S&P 500. Et on regarde ce fameux S&P 500 avec Laurent. Oui, alors ils sont forts ces Américains, je suis d'accord. Sauf que je vais quand même apporter un petit peu de contradiction parce que c'est vrai que le S&P fait des nouveaux sommets historiques. C'est vrai que le Nasdaq est pour le coup encore plus fort. On a été abreuvé d'articles sur la performance du high-tech américain. Il faut quand même souligner que le Russell 2000, qui est l'indice des petites capitalisations, eh bien lui est à la traîne et qu'il est dans une phase de consolidation qui, contrairement au S&P, n'est pas terminée. Alors on aime toujours voir dans ce genre de période les petites capes rejoindre les grands indices parce que ça veut dire, pour être court, que la participation est bonne et qu'on a réellement un marché haussier qui est sain. Alors, le S&P, effectivement, vient de faire un nouveau sommet. Je parle sous le contrôle de Denis. Je crois que le profit des entreprises aux États-Unis sur les dernières trimestrielles était bon. Donc, on a malgré tout... Vous avez bien suivi. Voilà. Donc, on a des éléments qui nous font penser qu'il y a quand même des arguments solides pour cette hausse du S&P, même si je sens en moi un élan contrarien qui naît parce que je me méfie de cette hausse. Je la trouve un petit peu trop lente et pourtant on fait un nouveau sommet. Donc, on reste dans la tendance. Mais je tiens à vous souligner, chers auditeurs, que je ne suis pas animé d'une conviction folle à très court terme sur la hausse à venir du S&P. Mais bon, on vient de franchir une résistance, donc on reste dans le courant acheteur. Alors si on regarde maintenant en zoomant un petit peu ce qui s'est passé, effectivement, vous voyez, ça fait maintenant 7 ou 8 jours qu'on est en nette progression. On avait cette grande bougie noire qui avait ouvert en gap baissier qui annonçait justement une possible impulsion à la baisse. Eh bien, pas du tout. Ça a été un feu follet, un jour, rien de plus. Et puis on est reparti direct pour inscrire des nouveaux sommets. Donc manifestement, les investisseurs restent confiants, même si toutes les promesses de Donald Trump prennent un petit peu de plomb dans l'aile. Pour le moment, le marché s'en fiche. La Chine donne aussi des signes un petit peu ambivalents. Le marché s'en fiche. C'est l'euphorie. Ça continue de faire des nouveaux plus hauts. Donc, en tout cas, à très court terme, on va s'inscrire dans ce mouvement. Alors, typiquement, moi, vous savez que j'aime bien les replis.
Si on avait la chance d'avoir un S&P qui revient vers les 2400 points, il y aurait une opportunité donc pour rentrer à l'achat et donc accompagner cette hausse. Maintenant, c'est tout à fait possible qu'on continue de progresser directement. En tout cas, vous l'avez compris, cette semaine, on continue de payer le S&P. D'ailleurs, comme toutes les fois où nous avons été ensemble sur ce plateau, on l'a à chaque fois payé. Je n'ai pas de figure de retournement. Donc, même si la participation n'est pas très bonne, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Donc, on accompagne le mouvement. Et pour ce faire, mon cher Falco, j'ai choisi un Varan Call de code SI58B. Merci beaucoup Laurent. Donc il s'agit d'un Varan Call SI58B sur les S&P 500 avec un levier de 21,13. Sa prix d'exercice de 2450 et son prix de... Je regarde la maturité et l'échéance évidemment le 15 septembre 2017 et son prix de vente ce matin de 39 centimes pour un S&P à 2412,94. Et voilà, on continue notre bilan de la semaine avec encore Denis. Et qu'est-ce qu'il y a? G7, Fed, qu'est-ce qui fait l'euro-dollar en fait? Oui, alors l'euro-dollar, bon bah là effectivement, là j'ai mis un petit panneau vert. Pourquoi? Parce que l'euro-dollar, l'euro a très légèrement baissé. Là aussi, ça se compte en fait en pas grand-chose. Donc il n'y a pas de grand mouvement en tout cas sur l'euro-dollar. Mais une petite tendance en tout cas hebdomadaire à un petit retrait. Alors quand on dit que l'euro-dollar baisse, c'est bien. J'ai mis un petit panneau vert parce que c'est bien pour les grands exportateurs européens. Donc en gros, ça paraît peut-être aider en tout cas un Safran à marquer un nouveau record historique la semaine dernière, valeur de l'aéronautique, donc très sensible en tout cas à la parité euro-dollar. Alors une petite baisse que l'on doit globalement un compte-rendu de la dernière réunion de la Fed, donc c'est programmé pour mercredi soir, et qui a en tout cas une nouvelle fois montré que l'économie américaine était vraiment très solide. Donc pas de crainte particulière, même s'il n'y a pas d'effet Trump. L'effet Trump, on l'aura peut-être, comme on le dit, fin 2017 ou en 2018, en tout cas s'il y en a un, ce ne sera pas pour tout de suite. Mais en tout cas pour l'instant, on a une économie américaine qui reste très solide, donc toujours la perspective en tout cas d'avoir une hausse des taux lors de la prochaine réunion du 14 juin de la part de la Fed, mais pas d'inquiétude particulière. Bon, on ne sait pas encore, surtout quel sera le calendrier des prochaines hausses des taux. Encore une, encore deux cette année, une action sur le bilan, il y a pas mal de choses qui sont en cours. Mais en tout cas, ce qui est clair pour l'instant, c'est que l'économie américaine est capable, en tout cas, d'endosser en tout cas une nouvelle hausse des taux. Donc pas de crainte particulière, des taux qui avancent en même temps qu'une économie, de la croissance de l'économie. Donc tout va bien en tout cas pour l'instant. Petite baisse de l'euro-dollar, mais c'était histoire d'en parler. Parfait. Bon, merci beaucoup Denis. Donc on va parler de l'euro-dollar évidemment avec Laurent. Oui, alors l'euro qui continue sa progression face au dollar, un petit peu suracheté l'euro. Vous le voyez ici, il a progressé de manière extrêmement vive ces derniers jours avant de corriger. Là encore, c'est une correction qui reste très compacte. À noter en zoomant un petit peu qu'on a une moyenne mobile à 20 périodes sur laquelle les cours ont rebondi. On peut effectivement anticiper à nouveau un rebond au contact de cette moyenne mobile, d'autant plus que ce sera à proximité d'un ratio de Fibonacci, 38% de cette hausse que vous voyez ici. Et puis on a ce canal ascendant où vous voyez cette oblique haussière qui a servi de résistance et qui, une fois dépassée, pourrait servir de support. Donc on a des éléments techniques qui convergent et qui nous montrent que entre 1,1080 et 1,11, il devrait y avoir des cambistes qui se rassemblent et qui viennent soutenir la devise européenne. En tout cas, pour le moment, nous n'avons encore une fois pas de signe fort d'épuisement de cette tendance haussière de court terme. Donc on va rester acheteur d'euros, vendeur de dollars, avec un niveau de prédilection qui est, vous le voyez ici, autour des 1,11. Et donc, pour mettre en œuvre cette stratégie avec un Varan, eh bien, c'est un call qu'il faut acheter. Et ce call, c'est le SK03B, Falco. Merci beaucoup Laurent. Donc, il s'agit de Varan Call sur l'euro-dollar SK03B qui a ce matin un levier de 32,19, une échéance de 15 septembre 2017, un prix d'exercice de 1,14. Et tout ça pour un prix de vente ce matin de 1,12 € pour euro-dollar à 1,1142. Voilà, avec ce dernier produit de notre bilan de la semaine, on passe à notre prochaine rubrique, les tops et les flops.
Alors, Denis, dans les tops et les flops, il y a Eramet, mais il y a qui d'autre en plus? On commence par Lafarge-Holcim, donc le cimentier. Souvenez-vous, c'est pour l'instant un mariage. Ça a été un mariage très difficile en bourse, très mal accueilli. Mauvais début, en tout cas, de parcours boursier. On a eu quelques petites affaires aussi. Un président qui démissionne il y a quelques mois, après l'annonce sur fond de tension qu'a des financements, en tout cas, de groupes armés en Syrie pour pouvoir maintenir une activité là-bas dans le pays. Donc c'était un petit peu compliqué, beaucoup de défiance. Un président qui démissionne. Et puis là, la nomination d'un nouveau futur directeur général qui vient du Suisse Sika, que vous connaissez, et qui est très apprécié par le marché. A priori, c'est un monsieur qui remplit toutes les petites cases quand on demande aux analystes. Oui, il y en avait partout. Excellent. Donc ça a été apprécié par le marché et c'est ce qui a créé en tout cas ce rebond, on va dire, c'est pas une envolée parce qu'elle vient de loin, mais un rebond en tout cas de 8% de l'action la semaine dernière. Eramet, vous en parliez effectivement, c'est une habituée de nos classements. Pourquoi? Parce que c'est une valeur minière, donc très liée en tout cas au cours des matières premières, le manganèse, le nickel notamment. C'est une valeur qui est capable du meilleur comme du pire. Elle a beaucoup monté en tout cas en 2016, c'était l'une des meilleures performances. Elle a consolidé, on est encore à moins 20 par rapport au début de l'année, autant dire effectivement elle a rétrogradé. Mais là effectivement il y a un petit retour en grâce en tout cas de l'action, c'est pourquoi en tout cas on la voit donc dans la performance de la semaine dernière. C'est peut-être le grand retour d'Eramet. Et puis Air France KLM, là aussi, valeur très volatile en bourse. Elle a connu donc la descente aux enfers durant de nombreuses années. Et puis là, c'est comme toujours. Air France, ça fait 15 ans que ça dure. Il faut savoir la reprendre à un certain moment. Alors quand? Effectivement, c'est une question de timing, mais il y a toujours un bon coup à faire avec Air France, jusqu'au jour où, effectivement, peut-être qu'un jour, ce sera Lufthansa qui viendra simplement épauler Air France KLM, pourquoi pas. Mais en tout cas, effectivement, c'est une valeur qui maintenant, à près de 10 € a quasiment doublé depuis le début de l'année. Donc, il fallait savoir la reprendre. Parfait, merci beaucoup Denis. Donc vous avez parlé de Eramet et on va regarder Eramet avec Laurent. Effectivement, alors cette semaine j'ai choisi Eramet. Alors petit récap, comme Denis le soulignait, très belle performance en 2016. On corrige maintenant depuis environ 6 mois et on a des indications comme quoi cette correction que vous voyez ici est potentiellement, alors l'adverbe potentiellement est extrêmement important ici parce qu'on est au tout début d'un frémissement possible de retournement, mais il est bien là. On voit qu'on ne baisse plus. Regardez ce dernier sommet dans la baisse, il a été dépassé par un autre sommet. Ce sommet ici vient lui-même d'être dépassé. Nous avons un croisement haussier de 2 moyennes mobiles, un MACD qui progresse à la hausse, autrement dit qui nous montre que l'écart entre les moyennes mobiles rapides et plus lentes est en train de se resserrer. Donc on a potentiellement ici une séquence d'accumulation qui nous montre que les opérateurs reviennent graduellement sur Eramet. Alors, est-ce que c'est le grand retour d'Eramet? Je ne le sais pas, chers téléspectateurs. Il est encore un petit peu tôt. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'à court terme, on a manifestement un courant acheteur qui est en train d'apparaître sur nos écrans et qui nous laisse penser que pour les prochaines semaines, nous ne savons pas si on va retourner sur ce niveau ici à 65 €. En tout cas, on pourrait avoir un petit effet rattrapage et en tout cas évoluer d'ici 2 mois vers les 55 €. Eramet qui semble mettre en place une structure de renversement haussier et donc on choisit un Varan Call en toute logique de code Falco SH90B. Merci beaucoup Laurent. Donc le Varan Call sur Eramet SH90B qui a actuellement un levier de 5,29, une échéance de 15 septembre 2017. Une prix d'exercice à 50 € et son prix de vente ce matin de 34 centimes pour un Eramet à 44,841. Donc, qu'est-ce qu'on fait comme prochaine chose? Voilà, il y avait les tops, maintenant il y a les flops. Les flops. Avec effectivement, les flops, on va peut-être passer un peu plus rapidement, mais avec un habitué aussi des flops depuis de nombreux mois. C'est là aussi l'histoire pour l'instant d'un mariage qui ne marche pas très très bien. C'est Technip et FMC, moins 8,7%. C'est une parapétrolière. Qui dit parapétrolière dit plus grosse réactivité que les pétrolières par rapport à l'évolution du cours du pétrole. On disait tout à l'heure que le cours du pétrole est passé de 54 à 52. Pour Technip, c'est du x4, moins 8,7% en bourse. C'est de l'effet de levier tout simple du côté de l'action parapétrolière par rapport aux pétrolières. Natixis, moins 3,6%, pas grand chose à raconter non plus, simplement parce que on avait fait un focus là-dessus il n'y a pas très longtemps sur les valeurs à gros dividendes, gros rendement. Voilà, c'est une valeur en tout cas, c'est l'une des financières qui offre un beau rendement. Ils ont détaché leurs dividendes, l'actionnaire il se dit ok, j'ai touché mon dividende, je reviendrai l'année prochaine. Donc voilà pourquoi effectivement il y a eu un peu de dégagement, on vend un petit peu l'action parce que ce qui était joué est fait.
Et puis secteur automobile dans son ensemble qui lui aussi a subi de nouveaux dégagements. Donc globalement, Peugeot, Michelin qui perdent entre 3,2% et 2,9%. Pas d'autre chose particulière à raconter, mais c'est des flops. Bon, merci beaucoup Denis. Ça c'était tout pour les tops et les flops. Et on passe à notre prochaine rubrique, les focus. Donc aujourd'hui, on va faire un focus sur les bénéfices, Denis. Oui, donc sur les profits des entreprises Falco dans le cadre de ce focus. Alors pas forcément sous l'angle qu'on le voit habituellement et qui est un petit peu facile à mon goût, c'est simplement habituellement on voit voici les entreprises qui dégagent les plus gros bénéfices en masse, les champions des bénéfices, des profits. On va essayer d'aller un petit peu plus loin, d'être un peu plus intelligent que ça on va dire, et surtout de voir derrière quelles ne sont pas celles en tout cas qui dégagent les plus de profits, mais celles qui vont le plus vite à en dégager. Ce qui veut dire qu'en gros, où est la tendance en tout cas à l'accélération, on va dire, pour engranger les profits, ça me paraît plus intéressant. Donc aujourd'hui, on ne s'intéresse pas au Rolls-Royce, on s'intéresse au Ferrari des profits. Un petit graphique tout d'abord pour vous montrer qu'effectivement, il y a quand même quelque chose qui a changé en 2016. On sort d'une période un peu difficile, 2013, 2014, 2015, de ralentissement en tout cas de la croissance des profits. On a même quasiment été à zéro en 2015, année de quasi-stagnation. Beau rebond en revanche l'année dernière, plus 13%. Et on voit que selon les estimations, même sans effet de Trump, même sans nouvelle politique monétaire européenne, on est capable, en tout cas les entreprises sont sur une tendance assez favorable puisqu'on serait capable de dégager une hausse de 9% des bénéfices par action en 2017 et de 10% encore en 2018. Donc un environnement qui a changé en 2016 et qui est profitable pour les entreprises. Alors maintenant, si on va un petit peu plus loin dans le détail, on va essayer de rentrer dans les valeurs en particulier. On a donc essayé en fait de voir où était la plus forte croissance des profits, au-delà en tout cas de la moyenne du CAC 40. Et pourquoi? Parce que quand il y a accélération des profits, ça veut dire que bien souvent il y a déjà une belle croissance des ventes, il y a amélioration des marges et surtout en fait on a un PER, quand on rentre un peu dans le détail de la valorisation, qui dit forte hausse des profits sur plusieurs années, dit un PER qui lui décroît fortement. Donc un PER qui est faible, on l'achète parce que la valeur est pas chère pour les années suivantes. Voilà pourquoi bien naturellement, habituellement ces valeurs font mieux que l'indice et voilà pourquoi on les achète. Au CAC 40, on en a vu trois particulièrement. Sodexo, le leader de la restauration collective, avec une croissance, vous le voyez, donc moyenne de 17% des profits en 2016-2018. Pour le moment, c'est grâce à un plan d'économie, en tout cas pour faire rebondir les marges. Et puis en revanche, des acquisitions qui sont au programme et qui vont permettre de trouver un relais de croissance sur les ventes. Tout cela, c'est bon pour les 2 ans à venir. Solvay, un chimiste, donc une valeur cyclique avec une croissance du chiffre d'affaires qui est solide dans tous les domaines d'activité. Donc pour l'instant, il n'y a pas de point faible dans aucune des branches du groupe. Et puis surtout une capacité à augmenter les prix auprès des clients. C'est ce qu'on appelle le pricing power. Alors pricing power, c'est un très beau nom, très apprécié en bourse. Croissance des ventes plus pricing power dit hausse des marges et hausse de 18% des profits sur les 2 ans à venir. Enfin Valeo, alors là, moi c'est mon chouchou Valeo. Depuis des années, j'adore cette valeur de l'automobile qui est positionnée mais magnifiquement d'un point de vue géographique dans les pays émergents mais pas trop, en Europe mais pas trop et surtout en fait ils ont très bien compris et c'est pour ça qu'effectivement que les constructeurs marchent beaucoup moins bien que les équipementiers automobiles actuellement, c'est qu'il s'est passé quelque chose, on ne parle plus du diesel, vous l'avez bien vu, on ne parle plus des voitures à essence, on parle de l'hybride, on parle en fait de l'électrique, donc beaucoup d'innovation et l'innovation elle est chez les équipementiers et non pas chez les constructeurs. Alors beaucoup d'intérêt, beaucoup d'investissement de la part de Valeo, mais ça du coup ça en fait une machine mais parfaite, on va dire. C'est ce qui fait qu'effectivement c'est peut-être 11% de croissance en tout cas des profits cette année sur les 2 ans à venir, mais en tout cas c'est une valeur qui ne baisse jamais, qui est rentrée au CAC 40 et une chose très surprenante, c'est qu'après l'entrée au CAC 40, c'est une valeur qui n'a pas baissé. Habituellement, c'est sur le fait accompli, on stagne un petit peu, on ne fait plus grand-chose. Eh bien, Valeo, non, c'est un boulevard. Et on est encore sur les plus hauts historiques. SRD, on va être un peu plus rapide maintenant sur ces 5 valeurs, donc en dehors du CAC 40, mais qui sont au SRD. Avec beaucoup de recovery, on le voit avec Nexans, c'est une valeur cyclique, un fabricant de câbles qui n'allait pas très bien il y a quelques années, changement de direction, nouveau président, phase de redressement et on y est quasiment, mais à la fin vers 2018, on aura terminé ce redressement, mais on est quand même sur une croissance moyenne de 72% des profits sur les 2 années à venir. ST Micro, on en est qu'au tout début, donc semi-conducteur, là aussi secteur très cyclique, au début du redressement, 150% de hausse attendue des résultats sur 2 ans. SEB, c'est bien,
Seb, c'est toujours bien. Et c'est d'autant mieux cette année, en tout cas dans les 2 ans à venir, qu'il y a eu une très belle opération, c'est le rachat du concurrent allemand. Désolé, c'est une de vos pépites qui a quitté en tout cas l'Allemagne pour venir en tout cas chez Seb, mais effectivement, le concurrent… Falco. Exactement, WMF. C'est repris aussi Tefal en fait. Hein. Oui, on rachète la marque. Pardon. On doit acheter les bonnes choses, c'est important. Oui, tout à fait. Après Moulinex, il y a quelques années, très longtemps. Mais en tout cas, effectivement, c'est une entreprise qui avait même des meilleures marges, en tout cas, que Seb, donc un impact positif directement sur Seb. Une très belle opération pour ce couple maintenant franco-allemand. C'était à la mode, mais en tout cas, ça risque de très très bien marcher. 30% de hausse des résultats attendus sur les 2 ans à venir. TF1, on n'attendait qu'une seule chose, c'est la remontée des revenus publicitaires. Ça y est, enfin, depuis le mois de mars, 2%, mais ça va très très vite sur les résultats. Si ça se poursuit, on attend 90% de hausse des résultats par an de TF1. Enfin, Téléperformance, vous le connaissez, c'est donc ce gestionnaire de centre d'appel. C'est un dingue de la croissance, des acquisitions maîtrisées. Là aussi, effectivement, rien à redire depuis des années. 22% de hausse attendue des profits sur les 2 prochaines années. En bourse, c'est un titre qui gagne 500% en 5 ans et a priori, rien ne semble l'arrêter. Merci beaucoup Denis. Donc, mais quel enthousiasme en fait. Comment? Quel enthousiasme. Mais oui, c'est bien plus intéressant. Valeo, il faut acheter, il faut Seb, c'est trop bien, TF1. Parce que c'est là où est la croissance. Et pas simplement les profits en eux-mêmes. Quelle conviction. Bon, on va regarder quand même Solvay avec Laurent. Oui, j'ai choisi Solvay, mon cher Falco. Je n'ai pas choisi Valeo et pourtant je suis bien d'accord avec Denis. Elle est vraiment impressionnante, mais à court terme, je trouve que le timing est peut-être un petit peu plus problématique que Solvay. Et puis c'est vrai, Téléperformance aussi, elle est quand même incroyable cette action et elle continue. Alors, moi j'ai choisi Solvay parce que cette semaine, j'ai trouvé qu'il y avait un timing qui était intéressant de considérer sur Solvay. Alors ne vous inquiétez pas, on est sur un titre qui est très fort, puisque finalement, depuis février 2016, Solvay est en forte hausse. On est tout près des sommets historiques. On a fait une toute petite correction, vous voyez ici. Et puis on a tout de suite cette pression acheteuse qui vient se remanifester sur le marché avec ce gap haussier, vous le voyez, qui a été ouvert ici. Autrement dit, nous avons un titre qui continue d'être apprécié par les investisseurs. Et là encore, j'anticipe une continuation de cette tendance haussière sur Solvay. Donc, un varan call Falco pour accompagner ce mouvement. Et ce varan, c'est le T, alors T comme Théophile, O21, B comme Bernard. C'est important parce qu'entre les T, les D, les B, les D, il faut être précis. Moi, je suis grand fan de noms comme Théophile et Bertrand et tout ça. Donc voilà, donc merci beaucoup Laurent pour l'analyse sur Solvay. Le varan call TO21, B comme Bertrand, Théophile et O, c'était quoi? Ah non, j'ai pas dit O, mais O comme Olivier. Ah, O comme Olivier, bon très bien. Donc on sait maintenant de quoi on parle. Donc c'est le varan call qui a actuellement un levier de 12,63, une échéance de 15 septembre 2017, un prix d'exercice de 125 €. Et tout ça pour un prix de vente ce matin de 14 centimes pour un prix de Solvay de 117,836. Voilà, donc ça c'était déjà notre varan call sur Solvay et on continue avec notre prochaine rubrique qui s'appelle « À ne pas manquer ». Alors Denis, les US, la zone euro, la Chine, qu'est-ce qu'il y aura la semaine prochaine? Il y en a partout cette semaine. Il y en a effectivement, partout. En gros, on a eu connu des semaines qui étaient plutôt faibles en termes d'actualité. Là, effectivement, une nouvelle fois, des gros rendez-vous. Comme tous les premiers vendredis du mois, ça va être les chiffres du chômage, donc aux États-Unis, au mois de mai. Après ceux de ADP, attention c'est jeudi parce qu'on a eu un jour férié donc lundi et donc tout est décalé d'une journée. Donc pour l'emploi privé c'est jeudi et non pas mercredi. C'est comme pour les stocks hebdomadaires de pétrole, ce sera jeudi à 17 h et non pas le mercredi à 16 h 30. Voilà, c'est traditionnel. Wow. Dès qu'il y a un jour férié, tout est un petit peu décalé à la fois dans les jours et dans les horaires. Mais voilà, maintenant vous le savez. Chiffre du chômage, l'autre grand rendez-vous des jours c'est le livre beige de la Fed. C'est mercredi soir. C'est pas une réunion, c'est simplement en fait un document préparatoire pour la prochaine réunion, donc les 13 et 14 juin. Donc on est censé en savoir un petit peu plus sur la santé de l'économie américaine qui permettrait donc d'en savoir un peu plus sur la décision de la Fed dans 15 jours, c'est-à-dire le 14 janvier. Donc à surveiller de près également. Zone euro, estimation flash de l'inflation de mai, chômage d'avril, PMI manufacturier de mai, c'est assez traditionnel, mais ça peut avoir un petit impact, notamment les PMI qui sont de plus en plus regardés. En tout cas dans la zone euro, Chine également, PMI manufacturier de mai, attention, là on regarde
regarde quand même parce qu'un petit essoufflement au cours des derniers mois. On voudrait savoir en tout cas si le chiffre est capable de redescendre sous les 50, une frontière en tout cas qui marque la séparation entre une contraction et une expansion de l'activité. Voilà pour l'économie. Merci beaucoup, Denis. Donc, qu'est-ce qu'ils font les entreprises ? Voilà, pas grand-chose. En revanche, pour le coup, c'est un petit peu le ventre mou de l'actualité parce qu'on a quitté en tout cas la publication des trimestriels. On n'est pas encore au suivant, au semestriel. On est encore en pleine période d'assemblée où effectivement, ça permet de faire le point en tout cas sur la situation d'entreprise, mais rien de bien nouveau, en tout cas qui permet de faire bouger les titres bien souvent. En France, on a quelques petites valeurs qui publient encore, LDC, Pierre et Vacances, Néopost, parce que bien souvent ce sont des publications décalées et non pas au 31 mars. En Assemblée Générale, Biomérieux, Forestia, Legrand, Publicis, Nexity et Orange. À l'international, Ryanair, on l'a eu ce matin, très bon résultat. Et on termine par chez vous, c'est Métro. Excellent. Voilà. Merci beaucoup, Denis. Bon, on est déjà à la fin de notre émission aujourd'hui. Donc, merci beaucoup à vous, Denis, d'avoir été avec nous et aussi évidemment Laurent pour toutes ces analyses. Et il me reste, voilà, comme d'habitude, juste à vous donner rendez-vous pour cette semaine et la semaine prochaine. Cette semaine, il y a, comme d'habitude, le 1er juin à 17h, le webinaire Revue technique des marchés avec Laurent ensemble. On va regarder plein de titres, des actions intéressants et des indices aussi. Donc, je vous invite aussi de nous faire des emails et nous dire ce que vous voulez, ce qu'on pourrait regarder pour vous, en fait, avec Laurent ensemble. Donc, faites-nous des petits messages avec les sous-jacents qu'on regarde ensemble jeudi à 17h. Et évidemment, l'autre rendez-vous, c'est mardi 6 juin, la semaine prochaine, 100% marché à midi, comme d'habitude, pour vous, avec Laurent et un guest surprise, je ne sais pas, c'est Denis la semaine prochaine je sais pas. On va voir. On verra bien. Ça va être le grand surprise mardi prochain. Donc soyez avec nous la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt. Au revoir.